Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Manuel Valls, ancien Premier ministre et auteur de Zemmour, l'anti-républicain aux éditions de l'Observatoire. Et si vous voulez lui poser des questions à partir de 8h30, vous vous inscrivez au 0826 300 300. Oui, et je sais qu'il y a déjà des appels. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Patrick Roger. Quelles sont les valeurs de la République? Votre regard sur Éric Zemmour, la campagne, la gauche, Mélenchon, Macron, la droite, autant de sujets que nous allons évoquer. Quel programme, bien sûr. Mais bon, nous avons le temps puisque nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Alors commençons quand même par l'actualité. Jean Castex a annoncé hier un calendrier de levée progressive des restrictions, fin du masque en extérieur, fin du télétravail, et puis ensuite réouverture des discothèques et la possibilité de boire son café debout. Quel miracle, hein, quand même, dans un café. Ça vous paraît raisonnable, ça, ou pas? Tous les autres pays sont en train d'évoluer dans le même sens. Reconnaissons que tous les gouvernements confrontés aux différentes vagues, aux différents variants, et donc à Omicron, tâtonnent et pilotent forcément à vue et adaptent leur stratégie. Il y a 3 semaines, nous étions submergés par un tsunami, je reprends les mots du ministère de la Santé, et aujourd'hui on envisage la sortie, parce qu'on voit bien que Omicron, même s'il est plus contagieux, évidemment n'a pas les mêmes effets négatifs que d'autres vagues. Donc il faut s'adapter, et puis je pense que nos sociétés ont besoin, cette sortie du tunnel, de retrouver progressivement, si cela est possible, s'il n'y a pas d'autres variants, s'il n'y a pas d'autres vagues, de retrouver une vie plus normale, et puis sortir parfois de ce qui est un peu l'absurdité. Nous sourions il y a un instant quand on parlait de pouvoir prendre un café debout. Debout, bah oui, bien sûr. Alors, enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut rester vigilant, notamment vis-à-vis de la situation de nos hôpitaux, surtout vis-à-vis des plus âgés, des plus fragiles de notre société, et continuer à cette campagne pour contraindre, convaincre bien sûr d'abord, mais contraindre aussi ceux qui ne sont pas vaccinés, pour eux-mêmes et bien sûr pour les autres, à se faire vacciner. Oui, Emmanuel Valls, il y a le pass vaccinal qui pose encore problème pour certains. Il va être examiné par le Conseil constitutionnel aujourd'hui, il pourrait être appliqué la semaine prochaine. Est-ce que vous y êtes plutôt favorable, tel qu'il est présenté là, ou est-ce que vous émettez un certain nombre de réserves? Non, moi j'étais d'abord favorable, je sais que c'est difficile, mais je pense que c'était la bonne voie. Je l'avais déjà dit il y a plusieurs mois, j'étais favorable à la vaccination obligatoire, parce qu'au fond, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et vaccination obligatoire pour tout le monde ou pour certaines catégories de la population? Non, mais pour tout le monde. Ou tout le monde, parce que le problème, c'est pas uniquement de protéger les gens d'eux-mêmes, de les protéger, mais c'est aussi de protéger tous les autres à cause de la contagion possible. Et puis on voit bien que pour un certain nombre de personnes, ça va être difficile aujourd'hui de vivre. Si on a déjà avec le pass sanitaire, il y a toute une série d'activités qu'on ne peut pas réaliser, mais avec le pass vaccinal, évidemment, on passe à une nouvelle étape. Donc j'y suis favorable. Mais il faudra l'adapter aussi. Oui, il faudra l'adapter. Le Premier ministre d'Aïe. Parce que ça n'empêche pas la contamination, quand même. Ça n'empêche pas la contamination, mais sans doute, reconnaissons-le, le pass vaccinal était adapté aux variants passés. Mais il peut être aussi adaptable, c'est pour ça que je fais preuve de prudence, parce qu'on ne sait pas, à une nouvelle vague ou à un virus qui serait de nouveau plus létal, non seulement plus contagieux, mais plus dangereux. Donc, il faut avoir les outils pour s'adapter, il faut faire preuve de souplesse et d'intelligence. Je pense que les Français en sont d'accord dans leur immense majorité. Sans être cynique, Manuel Valls, est-ce qu'il y a un risque d'utilisation en fait de cette crise du Covid et puis même du pass vaccinal dans la campagne en fait actuelle? Et là, je parle en fait, je pense à l'exécutif beaucoup plus, quoi. Peut-être, mais reconnaissons, bon, il y a les éditorialistes, ceux qui analysent la campagne, un jour peuvent dire que le pouvoir utilise cette pandémie à ses fins, parce que ça l'arrange, pour empêcher le débat sur d'autres sujets, je mets des guillemets, pour faire preuve d'autorité, pour démontrer qu'il agit. Et puis on voit bien que, par exemple, sur la question de l'école, les choses peuvent mal se passer. Donc les mêmes analystes, les mêmes éditorialistes nous expliquent que c'est une mauvaise passe. C'est un peu comme l'Europe, là aussi, hier, quoi, ou avant-hier, où finalement le président de la République, bah oui, il a la présidence européenne, et puis il se fait interpeller au Parlement européen à Strasbourg, quoi. Je pense qu'on oublie que les Français sont très intelligents. C'est un peuple très politique, et je vais le dire de l'autre manière, les Français décryptent très bien
l'actualité politique. Ils le savent, grâce à vous, mais il y a une multiplication de chaînes, de radios, il y a les réseaux sociaux, ils décryptent eux-mêmes cette information. Donc, je suis convaincu que l'élection présidentielle, pour eux, va se faire sur un certain nombre de sujets qui les intéressent, bien sûr, le pouvoir d'achat, l'avenir du pays, un sentiment de crainte, de peur par rapport à l'avenir, les questions économiques, les problèmes migratoires, les questions de sécurité, et puis au fond, quel est notre destin collectif et comment pouvons-nous nous réconcilier avec nous-mêmes, apaiser peut-être cette société qui est davantage crispée que d'autres, tout simplement parce que tout remonte au sommet, tout remonte au président de la République, donc les gens, les Français savent bien que cette élection est toujours déterminante par rapport à l'avenir. Oui, alors Manuel Valls, justement, avant de voir en détail votre livre, Zemmour, l'anti-républicain, tout à l'heure, et de voir sa vision de l'histoire que vous décryptez, vous dites qu'il la manipule en quelque sorte. Est-ce que vous allez vous engager pour la campagne électorale, vous, plus directement, en faveur de quelqu'un ou d'un parti? Je ne sais pas, là je m'engage, d'ailleurs, à ma manière, à travers ce livre. Oui, je m'engage en critiquant, contre Éric Zemmour, mais aussi contre les extrêmes, l'extrême gauche aussi, quoi. Oui, puisque vous toujours, le dites. puisque c'est ma continuité. Certains disent vous ne parlez pas assez de la gauche. Oui, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Et j'ai dit ce que j'en pensais il y a encore quelques semaines dans une tribune publiée par le journal du dimanche. Mais dans la deuxième partie du livre, je parle tout simplement de la nécessité d'une union nationale, d'une union sacrée. Là, c'est mon côté clémenciste qui revient, ma référence à Georges Clemenceau, pour bien me faire comprendre par vos auditeurs. Et sur la nécessité d'un véritable compromis historique. Pourquoi? Parce que quel que soit le président ou la présidente de la République élu, l'aura été au mieux avec entre 17 et 23% au premier tour. Il bénéficiera peut-être d'une majorité à l'Assemblée nationale, mais d'une Assemblée nationale qui a perdu beaucoup de sa légitimité, avec une abstention très puissante. Donc, de toute façon, pour régler un certain nombre de dossiers, une mesure d'âge, jamais facile pour les retraites, des investissements massifs et nécessaires pour maintenir les centrales nucléaires, les prolonger et construire de nouvelles centrales nucléaires, alors que le consensus sur ce sujet a plutôt tendance à s'ébrécher, pour mettre en œuvre une nouvelle politique d'immigration totalement différente et qui nécessite donc aussi une tension, rapport de force, une discussion avec... On voit que par exemple, c'est le titre du Figaro ce matin, l'immigration a fortement progressé en France en 2021. Oui, mais reconnaissons que depuis, ce que dit d'ailleurs le Figaro ce matin, le journal Le Monde aussi, donc s'il le dit, c'est que ça va finir par être vrai, c'est que ça fait 30 ans qu'on mène à peu près, au-delà des discours et des coups de menton, les mêmes politiques migratoires. Donc on voit bien qu'il faut des changements dans le temps et avec de la cohérence. Donc moi je plaide non pas pour un gouvernement d'union nationale, je plaide que les forces politiques de la majorité de l'opposition, avec aussi les partenaires sociaux, avec les élus, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires qui n'ont pas été très bien traités ces dernières années, on trouve, pas surtout, parce qu'il faut faire vivre le débat politique, bien évidemment, mais des accords. Donc, cette élection présidentielle, il ne faut pas que ce soit de nouveau une élection présidentielle pour rien. Là, il faut qu'il y ait qu'on réponde... avec François Hollande, c'était pour rien, alors. Nicolas Sarkozy, c'était pour rien. Pour résoudre la crise politique. En effet, elle s'est aggravée ces dernières années. Et s'il y a un échec d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir réconcilié les Français avec eux-mêmes et avec la politique. Je reconnais que c'est difficile, c'est très difficile. Donc on ne peut pas gouverner seul. Moi, ce que j'essaie d'analyser dans ce livre, c'est à la fois la recomposition des droites et de l'autre côté, le risque du président, du chef de l'État, de la présidente, peu importe, seul face au peuple. Et on peut être élu, on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale et puis assister à une crispation. On a eu les gilets jaunes au cours de ces quinquennats, à une crispation, une violence qui me paraît à terme et même à court terme dangereuse pour la démocratie. Manuel Valls, vous dites oui, l'immigration, on ne l'a pas réglée là depuis 30 ans, 40 ans. Vous donnez finalement raison à Éric Zemmour qui en fait son cheval de bataille. Mais je donne raison à tous ceux qui considèrent qu'il faut un changement de politique. Et donc c'est ce qu'il dit en fait. On peut traiter ces questions, et d'ailleurs tout le monde va s'y engager. Regardez ce que dit Valérie Pécresse, examinons ce que disait Emmanuel Macron dans son discours devant... D'ailleurs pour Valérie Pécresse, certains disent en observant son programme que c'est plus extrême qu'Éric Zemmour. Mais on peut avoir une autre politique d'immigration. Bref, on peut dire, il faut préserver le droit d'asile, c'est un droit fondamental. Mais les déboutés du droit d'asile doivent être reconduits à la frontière. Ceux qui sont sur notre sol et qui ont épuisé tous les recours, et qui sont en situation irrégulière, il faut les
reconduire à la frontière. Parce que sinon, ça donne un sentiment d'impuissance. Il faut accueillir des étudiants étrangers, parce que c'est, je crois, le rôle de la France que de former les élites du monde. Il y a des abus, eh bien on les traite. Non, dizaines de milliers d'étudiants étrangers qui viennent dans notre pays le font parce qu'ils savent que nous avons de grandes universités et de grandes écoles. Écoutez, on va inaugurer cette semaine, c'est moi qui l'ai voulu, le nouveau campus de Sciences Po, qui va être un campus à Paris, un campus international, qui montre que nous sommes capables de former les élites du monde. On peut avoir une discussion, remettre à plat le regroupement familial, cette immigration qui passe par les mariages. On doit d'abord, et c'est le grand sujet bien sûr, protéger davantage, fermement, en donnant plus de moyens aux pays concernés, c'est-à-dire les pays de la Méditerranée, et des moyens supplémentaires à Frontex. Donc on doit pouvoir protéger nos frontières européennes, on doit pouvoir traiter les demandes d'asile dans des hotspots, dans des points d'entrée, dans les pays concernés des deux côtés de la Méditerranée, tout en respectant l'état de droit et les valeurs humaines, et sans expliquer que tous les immigrés sont des délinquants ou que nous allons être submergés par le grand emplacement. Donc c'est ma grande différence avec Éric Zemmour. Ça porte sur les valeurs et sur le fait qu'on n'instrumentalise pas l'immigration à des fins politiques. Donc moi, ce que dit Valérie Pécresse me va. Et je suis convaincu que ce que devra dire Emmanuel Macron pour un changement de politique quand il parle de la révision de Frontex va dans ce sens. Donc vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron de nouveau demain, comme vous pourriez travailler avec Valérie Pécresse. Et moi, ce que je pense, c'est qu'ils doivent travailler ensemble, à terme. Donc, à terme, parce que cette question-là doit être réglée, parce qu'elle empoisonne la vie politique, et parce qu'elle fait de chaque immigré, de chaque étranger, une cible en puissance. C'est pas ce que je souhaite. C'est quand même une différence fondamentale. Mais après... est-ce qu'il faut travailler... Non, mais est-ce qu'il faut travailler aussi avec Éric Zemmour et avec Marine Le Pen, qui représentent quand même aussi 35% des électeurs, en tout cas dans les intentions de vote. Donc ce sont des Français. Ils se nourrissent, mais bien évidemment, ils se nourrissent l'un et l'autre des erreurs, des impuissances de ceux qui ont gouverné. Et moi, je veux convaincre ceux et celles qui votent pour les extrêmes que eux, ils les amènent dans une impasse, parce que de toute façon, ils ne veulent pas gouverner, ils veulent seulement exploiter les problèmes, les craintes et les peurs des Français. Il faut écouter les électeurs. Mais en revanche, moi je combats toujours ceux qui manipulent l'histoire, ceux qui mentent, ceux qui utilisent les problèmes des Français, encore une fois, à des fins politiques, qui nous expliquent que... Là, ils manipulent, c'est une manipulation de l'histoire. Oui, mais ce n'est pas seulement une controverse historique, ça me pourrait m'intéresser. Pétain, les Juifs, mais quand vous expliquez que le capitaine Dreyfus n'était pas innocent, que Pétain et De Gaulle c'était la même chose, et que si Pétain a déporté... c'est un raccourci là aussi que vous faites, quoi. Non. Quand il explique que le maréchal Pétain protégeait les Français juifs en déportant les Juifs étrangers, tout ça c'est une manipulation, ça ne tient pas... évidemment, la route, ça n'est pas une controverse, c'est un mensonge. Pourquoi il le fait? Pas par le goût de l'histoire, que nous pouvons tous partager, mais parce qu'il met et cette affaire Dreyfus et Pétain dans un même mouvement. Pétain, c'est la revanche, notamment des anti-Dreyfusards, et c'est évidemment un projet profondément anti-républicain. Pas antidémocratique. On me dit, il est républicain. Mais non, il dit lui-même, d'ailleurs, moi je veux pas un coup d'État. D'ailleurs, fort heureusement. Mais il s'inscrit dans un courant qui est le courant maurassien, un courant celui de Charles Maurras, un courant profondément anti-républicain, et donc il n'est pas dans ces valeurs qui sont celles de la République, et c'est pour ça que je le combats, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'ai débattu avec lui. Je ne le traite pas de fasciste, je ne le traite pas d'imbécile, je ne le disqualifie pas, ou alors si je le disqualifie, c'est sur le fond et sur les propositions. Oui, c'est ça. Donc c'est une exploitation, en fait, une manipulation de l'histoire. C'est ce que vous dites, quoi. Alors que si on s'arrête... Mais pardon, au service d'un projet politique, quel est ce projet politique? C'est lui qui considère que Le Pen, à cause du nom, à cause de son père, de leur patronyme, des origines vichistes et OS du Front National, ne peut pas gagner, en se basant notamment sur le mauvais résultat du Rassemblement National aux dernières élections régionales. Et lui veut, parce qu'il ne vient pas de cette famille politique, il veut réunir toutes les droites, faire sauter la digue qui existe entre la droite et l'extrême droite depuis la Libération, et fermement tenue notamment par Jacques Chirac, et il met donc ce projet sous la bannière, d'ailleurs en général, de la haine ou de rejet de l'étranger et des musulmans. Il veut réunir ces droites. Il est là son projet politique, d'où cette manipulation de l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est pas forcément une ambition présidentielle, Éric Zemmour?
je pense que si on l'écoute, si on le lit, et beaucoup de Français l'ont fait ces dernières années, la réunion des droites, il l'avait exprimé dans un discours devant une convention de la droite il y a 3 ans, c'est ça ce projet. Après, peut-être que l'appétit vient en mangeant. Son projet, il prépare pour quelqu'un d'autre. Son projet, peut-être. Son projet, en tout cas, c'était de dépasser Le Pen. Pour le moment, il ne l'a pas réussi. Et de détruire les Républicains. Il n'y est pas encore. Mais ces idées, c'est-à-dire le grand remplacement, qui est une thèse de Renaud Camus, un intellectuel parmi d'autres Français, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les papiers, par exemple, du terroriste qui a tué 80 musulmans dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Tu sais, une thèse qu'au fond, derrière, il y aura une organisation voulue pour remplacer alors il y a ceux qui disent qu'il y a une théorie effectivement de grand remplacement qui est voulue, et puis il y a d'autres qui disent qu'il y a un grand remplacement qui se fait mécaniquement aussi parce qu'il y a l'immigration. Éric Zemmour, de manière très scientifique, je souris, je mets des guillemets, dit sortez dans la rue, allez dans le métro et vous verrez que ce grand remplacement est en cours. Faisons attention à cela, c'est des sujets lourds. Vous dites vous-même aussi dans certains quartiers, quand vous dites par exemple, ça, autre chose. Ou dans certains départements, le prénom Mohamed par exemple en Seine-Saint-Denis. Dans les chiffres sur l'immigration qui sont sortis hier, je crois que c'était aussi dans le journal Le Monde que je citais, on voit bien les cartes. Et que montrent les cartes ? C'est que les politiques d'habitat, les politiques de peuplement ont amené depuis des années, enfin tout le monde le sait, je n'invente rien, j'avais moi-même parlé d'apartheid territorial, social, ethnique et religieux dans les mêmes quartiers. C'est pour ça qu'il faut remettre à plat les politiques migratoires et notamment la question du regroupement familial et se poser d'ailleurs la question, est-ce qu'on a besoin de nouveaux immigrés ? Non. Et si on a besoin d'immigrés pour un certain nombre de secteurs économiques, alors il faut des quotas. Je le propose depuis des années. Des gens aussi dangereux et aussi d'extrême droite que Julien Drey ou Malek Bouti l'ont proposé aussi. Mais pour cela, il faut des évolutions constitutionnelles. Bon, donc, et d'autres disent la même chose. Donc bon sang, plutôt que d'utiliser les uns ce thème-là à des fins politiques, ou même Anne Hidalgo expliquer qu'il faudrait de nouveau imposer le droit de vote des résidents étrangers non communautaires. Là, il faut une évolution constitutionnelle. Personne n'en veut et c'est agiter de nouveau un drapeau rouge, un chiffon rouge, pardon, sur ce, c'est le rouge du studio, qui me fait fourcher la langue et qui agite donc de nouveau un chiffon rouge. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Moi, je pense que quand on regarde les programmes, sur le fond, en restant sur nos valeurs, en respectant les gens, on peut avancer ensemble. Allez, les Français nous le demandent. On continue dans un instant ensemble, juste après une petite pause, la revue de presse, et puis vous restez là et vous pouvez appeler 0826 300 300. On parlera, vous l'avez évoqué, de la gauche notamment. À tout 8h33, tout de suite. Dans un instant, la revue de presse avec Benjamin Glaise. En attendant, hashtag, on en parle ce matin. Oui, et Emmanuel Valls, évidemment, qui est avec nous jusqu'à 9h. Vous pouvez continuer d'appeler 0826 300 300. On répond à toutes les questions. Il répondra à toutes les questions. Il n'y a aucun problème. Hashtag, on en parle, Benjamin. Jean Castex, on le disait, donc a dévoilé hier le calendrier de la levée progressive des restrictions progressives avec quand même des choses assez incroyables. On pourra prendre un café debout. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un passage de son intervention a laissé les téléspectateurs un brin dubitatif. Oui, alors c'est une toute petite phrase qui n'a pas échappé aux réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien parce que les internautes se demandent toujours ce qu'a voulu dire vraiment le Premier ministre. Écoutez plutôt. C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Voilà, beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère. Clairement, c'est pas très clair. D'ailleurs, un anonyme lance cet appel sur Twitter, un peu à la manière d'un SOS finalement. Quelqu'un peut-il traduire, s'il vous plaît ? SOS poli, faut le noter. Mais beaucoup préfèrent en rire plutôt que d'y répondre sérieusement. C'est le Corona Circus, peut-on lire notamment sur Twitter. Bon, certains avancent tout de même des hypothèses plus sérieuses, comme celui-ci qui évoque un possible lapsus. Jean Castex aurait voulu dire plus contagieux, mais moins sévère. Et puis, à côté de ceux qui tentent vraiment de comprendre, il y a ceux qui tentent vraiment de nous perdre encore un peu plus avec ce message. Par exemple, est-ce que dangereux c'est plus grave que sévère et vice versa ? Vous avez 4 heures. Bon, allez, un dernier message. La crème de la technocratie française, encore de la haute voltige. C'est vrai que sur ce point, on a eu droit un peu à un bel exemple de novlangue. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit, Manuel Valls ? Oui, je pense qu'il faut traduire en effet le lapsus. Plus dangereux par contagieux. On voit bien qu'à cause de la fatigue générale qu'éprouvent les Français, mais vous aussi, j'imagine, journalistes, médias,
il y a une forme de fatigue sur ce type d'exercice. Oui. Du côté des revues de presse, justement, on revient beaucoup sur ces annonces de Jean Castex, Benjamin, à la une de beaucoup de journaux, notamment par exemple Sud-Ouest. Oui, plutôt optimiste sur les titres, globalement, avec Sud-Ouest, effectivement. Février sera plus léger du côté de la République des Pyrénées. On se concentre sur la fin des jauges et du masque dehors à partir du 2 février. Optimisme partagé par le Parisien aujourd'hui en France, qui lance en une sortie de crise en vue. Macron fait le pari du retour à la normale. Ça, c'est pour les Échos, le quotidien économique, qui, comme beaucoup d'autres, voit l'entrée en vigueur du pass vaccinal comme une nuance qui contrebalance un peu ces annonces, à moins que ce ne soit ces annonces qui contrebalancent l'arrivée du pass vaccinal. En tout cas, le climat des affaires fléchit dans le domaine des services, mais continue de progresser dans l'industrie. C'est ce qu'indiquent ce matin les Échos. Oui, et puis le journal La Provence qui est au chevet de la gauche ce matin, avec un titre un peu moqueur pour qualifier le grand nombre de candidats. Oui, un jeu de mots. Ils sont si gauches au sens de maladroit, nous indique La Provence, toujours en lice. Les 7 candidats ont très peu de chances d'accéder au second tour, peut-on lire dans ce dossier, alors que les militants espéraient une union. Chacun a décidé d'y aller de son côté, quoi qu'il en coûte. Là encore, un jeu de mots, une stratégie qualifiée de maladroite donc par La Provence ce matin. C'est gauche, ça, comme le dit en fait avec ironie La Provence, Manuel Valls, de présenter autant de candidats, justement. Pardon de manquer d'humilité. Ouais. Si la gauche est dans cet état, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de candidats ou parce qu'il y a un manque d'union. C'est parce qu'il y a des problèmes de fond qu'on n'a pas pu résoudre depuis des années, parce qu'il y a des alliances impossibles. J'avais moi-même parlé de gauche irréconciliable, parce que la gauche a été paresseuse sur des sujets aussi importants que les questions identitaires ou les craintes par rapport à l'avenir d'une forme de déclassement civilisationnel ou social. Voilà, la gauche est dans cet état parce qu'elle n'a pas été capable de répondre aux grands défis de la société. Pas parce qu'il y a plusieurs candidats. Il y a eu des fois où il y avait beaucoup de candidats. Et puis le Parti socialiste a perdu son rôle moteur qui entraînait le reste de la gauche. D'où cette situation. Plus le ridicule de candidatures qui visent à l'union et qui ne font que rajouter à la confusion. De la division, quoi. C'est ça. On va revoir ça dans un instant. Et puis le journal de l'équipe qui s'intéresse au match Lyon-Saint-Etienne de ce soir en Ligue 1. Oui, avec là encore un titre grinçant. Qui c'est les moins forts? Bah oui, ça nous rappelle. Qui c'est les plus forts? C'est les Verts. Bah là oui, les Verts, ils sont en mauvaise posture. Saint-Etienne, bon dernier de Ligue 1, 5 points de retard quand même sur Bordeaux. Lyon, c'est pas beaucoup mieux. 11e du championnat de France de Ligue 1, le derby qui n'avait pas opposé 2 équipes aussi mal en point depuis longtemps. Note l'équipe. Ah ouais, non, mais, ça fait mal au cœur évidemment de voir Saint-Etienne. Heureusement, il y a quand même notre ami Pascal Duprat qui est à la tête, notre ancien consultant, et il va faire remonter les Verts. Juste avec Nicolas Moscovici qui est avec nous, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi, il y a une information quand même très spectaculaire qui est à la une de la Dépêche. Bonjour Nicolas Moscovici. Bonjour. C'est l'histoire de cannibalisme en plein Toulouse quand même. Oui, une histoire vraiment incroyable et glaçante qu'on vous raconte aujourd'hui. Cet jeune homme, un ancien militaire qui est interné depuis 2013 dans l'hôpital psychiatrique de la ville pour des faits de cannibalisme, donc ce qui est pas rien évidemment. Non, ouais. Et cet homme-là a pu s'échapper quelques heures et rejoindre le centre-ville de Toulouse mercredi, où, là, comble de l'horreur aussi, il a agressé une vieille dame qui promenait son chien dans un quartier tout à fait tranquille du centre de Toulouse. Alors il a pu être maîtrisé, cette dame a pu être sauvée par des riverains qui ont été alertés par les cris, et les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont pu maîtriser cet homme qui effectivement avait commis le pire. Dans les Hautes-Pyrénées en 2013. C'est un ancien militaire qui avait servi en Afghanistan et qui était revenu en France avec un syndrome post-traumatique et qui donc était traité depuis ce temps-là à l'hôpital psychiatrique de Toulouse. Ouais. Alors évidemment, ce drame qui heureusement qui aurait pu encore tourner de manière encore pire, pose évidemment le problème de la sécurité des moyens dans les hôpitaux psychiatriques. On parle beaucoup de l'hôpital pendant cette crise sanitaire, mais l'hôpital psychiatrique est un secteur qui a énormément souffert depuis 2 ans. Et effectivement, les professionnels qu'on a pu rencontrer nous parlent de tensions sur les effectifs ou de manque de financement qui, à terme, joue effectivement sur la prise en charge des patients. Ouais. Merci beaucoup. C'est à lire dans la Dépêche du Midi ce matin, cette histoire assez incroyable de cannibalisme en plein Toulouse. Heureusement qu'il a été maîtrisé et donc est contrôlé par plusieurs personnes qui ont pu l'arrêter à temps. Allez, dans un instant, on poursuit. Vos questions. 0826 300 300. Vous êtes face à Manuel Valls, ancien Premier ministre, vous le savez. Et pour ce livre, Zemmour, l'anti-républicain, vous l'avez peut-être lu, vous avez des questions sur l'actualité. On vous attend au standard. Ouais, moi, je vous laisse le micro, c'est à vous.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h48 jusqu'à 9h. Avec nous ce matin, Manuel Valls, ancien Premier ministre et auteur de ce livre, Zemmour, l'anti-républicain aux éditions de l'Observatoire, et vos appels. Et en l'occurrence, ce matin, Alexandre qui nous appelle de Montpellier. Oui. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour. Donc Manuel Valls, je vous écoute. Je vous avais promis, puisque avant-hier vous nous parliez justement de la gauche, vous étiez désespéré par cette situation. Je vous avais dit, vous allez pouvoir poser directement une question à Manuel Valls. Il vous écoute. D'accord, donc déjà, bonjour Manuel Valls. Bonjour Alexandre. Je voulais dire que c'était une bonne chose que vous ayez écrit un livre contre Éric Zemmour, qui est un homme qui divise au lieu de rassembler. On voit bien que ses propos sur les enfants handicapés sont honteux. Voilà. Ensuite, je voulais vous poser une question pour savoir votre positionnement, votre ligne politique. Si vous vous sentez plus proche de Macron, de Hidalgo, de Pécresse, puisque depuis votre départ du PS, on voit pas trop bien où vous vous situez. Voilà. Où vous situez-vous ? Merci de cette question très 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 personnelle. Moi, je suis un républicain de gauche. Je reprends souvent cette belle formule d'Albert Camus. Je mourrai de gauche malgré moi et malgré elle. Donc, je suis un républicain de gauche. Je suis évidemment non pas désespéré, mais inquiet et triste de l'état de la gauche. Pas seulement parce que j'en viens, mais parce que je pense que on a besoin de la gauche. Pour la démocratie, on a besoin d'une respiration dans notre vie démocratique. Et puis, par ailleurs, je trouve qu'au moment où l'État, les services publics reviennent avec la crise sanitaire que nous avons connue, et nous savons qu'en plus cette pandémie laisse beaucoup de gens sur le bord de la route, malgré les aides, et malgré le quoi qu'il en coûte, il y a beaucoup de gens qui sont dans la précarité et les inégalités. Et puis, il y a le réchauffement climatique, et puis il y a la défense de la République et la laïcité. Donc, au fond, la gauche pourrait prendre ces sujets et donner un sens à l'idée de voter à gauche. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est inutile, ou plutôt, je vais le dire autrement, elle est hors jeu, elle est dans une impasse, elle ne sert à rien. Et donc, moi, je me désespère un peu. Mais Anne Hidalgo, elle ne sert à rien dans sa candidature, dans ce qu'elle propose. Je ne dis pas ça. Elle est courageuse. C'est-à-dire, elle cherche à sauver ce qu'on appelle la social-démocratie, mais parce que le PS n'a pas travaillé au cours de ces 5 dernières années. Ce que disait encore, par exemple, mon ami Bernard Cazeneuve il y a quelques jours. Elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas repensé le monde. Du coup, elle en revient. Non pas aux vieilles lunes, oui, aux vieilles lunes, je veux dire, droit de vote des résidents étrangers, réduction du temps de travail, sortie du nucléaire. Non, là, donc du coup, les gens vont vers d'autres qui ont l'avantage au moins de représenter ces discours depuis longtemps. J'aimerais bien voter à gauche, mais aujourd'hui, honnêtement, ça sert à quoi ? Donc, moi, je vais réfléchir à la meilleure manière de m'exprimer par rapport à ce que je crois être les crises de pays, notamment la crise démocratique. Oui, Manuel Valls, vous voudriez voter à gauche, mais là, vous ne voyez pas effectivement du candidat pour qui voter. Alors, vous allez voter pour qui ? Je réfléchis. Moi, je ne suis plus... Pécresse, par exemple, vous pourriez avoir un vote Pécresse ? J'ai voté Emmanuel Macron 2 fois en 2017, au premier tour, au deuxième tour. Ça m'a été reproché à l'époque, mais je l'ai fait comme des millions de Français qui ne voulaient pas d'un deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen, et qui, suite à la primaire de la gauche qui a désigné Benoît Hamon, désespérait de ce qu'était la gauche du gouvernement. Le problème, c'est que la gauche, elle a abandonné en partie, pas tous, fort heureusement, l'universalisme au profit du communautarisme, de cette culture qui nous vient des États-Unis, la cancel culture, le wokisme, bref, l'addition des minorités. Elle a abandonné aussi la culture du gouvernement. Pire, elle a abandonné toute idée de gouvernement, de gouverner et de peser. La force du PS, au-delà de ses valeurs et de ses propositions, c'est qu'on lui faisait confiance pour gouverner, pour gérer le pays, pour changer les choses, pour faire avancer le pays, et notamment vers plus de justice sociale. Ça n'est pas le cas. Bon, donc, moi, je verrai bien. Je voterai pour celui ou pour celle qui donnera le sentiment et qui exprimera la volonté de réconcilier le pays avec lui-même. Je peux être très critique vis-à-vis de la droite. Vous pouvez comprendre que je suis très loin de ce que peut raconter Éric Ciotti sur le fond, mais quand, par exemple, il est dit qu'au deuxième tour, dans l'hypothèse entre Zemmour et Macron, il voterait Zemmour. Non, ça n'est pas possible. Cette digue entre la droite et l'extrême droite maintenue. Oui, donc ça vous ramène à Emmanuel Macron. Donc, pour le moment, je réfléchis et nous verrons bien. Je ne sais même pas certain que je dois m'exprimer
m'exprimer sur le vote qui doit être le mien. Je veux garder une partie de ma liberté, de mon utilité, d'où ce livre et ses propositions. Oui. Thierry Guerrier, une question avant de reprendre un auditeur. Manuel Valls, vous voyez bien que, hypothèse, Macron réélu ou Pécresse élu par exemple, dans les deux cas, 2027, dans 5 ans plus tard, c'est peut-être Édouard Philippe qui voudra récupérer l'héritage, donc la droite, et puis la droite qui aura été au pouvoir. Dans tous les cas, est-ce que du coup, après 2022, il y a une place pour reconstruire un pôle républicain, non woke, non identitariste ou communautariste? De quelle manière est-ce que ce pôle-là peut se reconstruire? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il a une place? Mais moi j'en suis convaincu. Il y a à droite et à gauche, parlons de ma famille politique, intellectuelle, beaucoup d'intellectuels qui sont des républicains, qui désespèrent d'une partie de la gauche américaine ou européenne, et donc française, qui a dérivé dans le sens que vous venez d'exprimer, de Jacques Julliard, Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, bien sûr, donc des gens très très différents qui ne comprennent pas ce qui se passait. La force d'ailleurs de la France, de ces intellectuels, c'est qu'ils résistent d'ailleurs à ce mouvement qui touche nos universités, des partis politiques, une partie des médias. C'est pas le cas dans d'autres pays. Donc fort de cette base intellectuelle, je pense qu'il faut en effet reconstruire un grand espace républicain, même si je vois que la gauche a du mal à y participer. Au PS, pourtant, au sein du PS, à partir de prendre sa tête. Mais non, à partir de ce mouvement-là, en dépassant ce que sont les structures politiques aujourd'hui. Écoutez, moi je l'ai dit, je suis comme ça, on peut me le reprocher, mais j'ai dit que le mot socialisme, je l'ai dit il y a longtemps, était mort. C'était une idée inventée au 19e siècle, même si elle a levé des espérances, mais ne correspondait plus à la réalité. J'ai dit qu'il fallait changer de nom. Le mot social-démocratie n'est pas adapté à notre tradition, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, en Europe du Nord et en Allemagne. Bon, donc il faut réinventer. Donc je pense qu'il y a un espace républicain, progressiste, européen, laïque, à partir des enjeux de la société d'aujourd'hui et de cette crainte qui s'emparait de notre peuple, de déclassement social et civilisationnel, de peur par rapport à l'avenir, parfois même de courants déclinistes. Et moi, dans le livre, je le dis, je ne suis pas un décliniste, je me bats contre le déclinisme parce que je pense que la France a beaucoup d'atouts et beaucoup de force. Elle parle encore au monde et c'est, de ce point de vue-là, encore extraordinaire. Mais attention, il faut rebâtir cet espace. Et au fond, le jeu des petits chevaux ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que je ne regarde pas ça de près ou de loin, mais ça n'est pas le sujet. Si un président est élu dans les mêmes conditions et qui se retrouve de nouveau seul face au peuple, nous assisterons alors à ce moment-là à une rupture encore plus profonde entre ce peuple et ceux qui gouvernent. Manuel Valls, il y a des questions de Pierre au standard 0826 300 300 du Tarn-et-Garonne. Bonjour. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, ma question, vous avez répondu, Monsieur Valls, à peu près. Je voulais savoir, moi, si vous alliez faire campagne pour Monsieur Macron, Monsieur Macron, et puis voter pour lui. Je pense que, enfin, d'après tout ce que vous dites, je pense que vous avez un penchant. Alors bon. Bonjour Pierre d'abord et je salue le Tarn-et-Garonne et cette belle ville aussi de Montauban, cher d'ailleurs aux Espagnols. Dans le cimetière de Montauban repose le dernier président de la République espagnole. À Sagnes. Bon, je reviens à l'essentiel de la question. Non, il n'y a pas de penchant. Si vous voulez, je suis critique moi sur Emmanuel Macron. Je constate aussi, notamment sur le fait qu'il n'ait pas réussi à régler, c'est pour ça qu'il avait été élu, à régler cette crise politique que nous connaissons. Le pays est davantage divisé et fracturé. De l'autre côté, je constate qu'il a évolué, qu'il est allé vers mes positions sur l'analyse qu'il faisait des coups portés à la République et à la laïcité. Et enfin, le Parti socialiste, il les a trahis parce que il avait bien préparé son sujet quand il était au gouvernement de M. Hollande. Oui, mais vous savez, et sans aucun cynisme, ceux qui gagnent en politique, ils ne trahissent pas. Ils ont été habiles. Ouais. Ah bon, donc, il a aussi utilisé les faiblesses. Il a aussi utilisé les divisions qu'on doit essentiellement et beaucoup aux frondeurs qui ont brisé la culture de gouvernement. Mais il est en train de prendre un espace, ça peut être d'ailleurs intéressant, regardons son discours l'autre jour au Parlement européen, où l'Europe et le progrès, il les fait siens. Et donc, attention, il faut que les autres candidats
c'est-à-dire le sujet de l'avenir, soit aussi fort dans les propositions. Mais je vous le dis très honnêtement, parce que je veux être sincère avec vous, je n'ai pas fait mon choix. Ce n'est pas une coquetterie. Je n'ai pas fait mon choix. Vous pourriez aller vers Valérie Pécresse. Je n'ai pas fait mon choix. Sinon, je vous le dirais très honnêtement. Allez, ce matin, direction Narbonne avec Mohamed qui est avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Monsieur Weiss, bonjour. Bonjour Mohamed. Une question, qu'est-ce que vous pensez de la double nationalité? Et aussi une deuxième question, la coopération méditerranéenne qui est tombée à l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous ferez pour inverser les relations ou pour la régler? Voilà, je crois que c'est les sujets. Et puis le train de vie de l'État qui est énorme. Ça vous fait 3 questions. Il nous reste 2 minutes, Mohamed. Bon, la double nationalité alors. Alors en quelques secondes. D'abord, quand je parlais d'immigration tout à l'heure, j'aurais dû, et ça me paraît presque être le plus important, parler du fait que l'Europe doit lier son destin à l'Afrique. C'est le grand projet pour l'Europe, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, qui va doubler sa population. Le Nigeria va passer à 400 millions d'habitants, par exemple. Mais c'est là où se joue l'avenir de l'Europe, l'avenir de la planète avec le réchauffement climatique. C'est là où il y a beaucoup aussi de matières premières. C'est là où il y a des conflits encore. L'islam est en train d'évoluer. Il y a la question migratoire. Il y a des élites qui sont particulièrement dynamiques dans de nombreux pays africains. Donc, le destin de l'Europe, et pas seulement les questions migratoires, se jouent évidemment de l'autre côté de la Méditerranée, et la France a un rôle à jouer. La binationalité, quel est le sens de votre question? Il y a beaucoup de binationaux. C'est une réalité qui existe. Il y a même des gens qui ont 3 ou 4 nationalités. Ensuite, chacun a un sentiment d'appartenance plus ou moins fort. Et moi, je pense que nous, Français, nous devons évidemment privilégier le sentiment d'appartenance à ce grand pays qu'est la France, à travers son histoire, sa culture encore deux et sa questions. langue. Cécile, question avec vous, Cécile, et puis une dernière question. Je voulais revenir sur l'incarnation. Aujourd'hui, quand on voit Yannick Jadot là à l'Europe qui est obligé de crier pour se faire entendre, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incarnation dans ce pays et surtout dans les partis? Oui, sans doute de leadership. Mais quand il y a une telle crise des partis politiques, y compris qu'éprouvent les Français par rapport aux différences droite-gauche, qu'il y a des sujets qui transcendent d'ailleurs ces questions-là, on voit bien qu'il faut sans doute choisir une autre manière de gouverner. Ensuite, il y a les incarnations. On verra au cours de la campagne. Oui, mais l'incarnation, elle est naturelle. Là, on a l'impression qu'elle est poussive. Elle se fabrique quand même au fur et à mesure d'une campagne. Mais vous avez raison, c'est l'incarnation, un homme, une femme, le rapport au peuple, la politique. Il n'y a même pas besoin d'un système électoral comme le nôtre. Oui, bien sûr, elle se construit, mais elle vient du fond des tripes. Il faut savoir s'adresser à ce vieux peuple aujourd'hui qui doute, qui est un peuple très politique, mais qui doute de l'avenir. Oui, Christiane Taubira, elle est une incarnation, justement. Christiane Taubira, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de la personnalité, de la culture, du verbe, et donc oui, mais est-ce que c'est un leader? Mais qu'est-ce qu'elle pour être un leader, il ne suffit pas d'incarner une personnalité, il faut incarner quelque chose, un courant d'idées. Oui, c'est ce qu'elle incarne, quoi, Taubira. Mais qu'est-ce qu'elle incarne? Je ne sais pas ce qu'elle incarne. Elle incarne quoi? La gauche de gouvernement? Elle disait il y a encore quelques mois que Assa Traoré, cette égérie qui nous explique que la France est un État raciste, que sa police et sa justice issues du colonialisme sont au service de cet État raciste. Elle disait c'est une chance pour la France. Qu'est-ce qu'elle représente? La gauche, mais elle est en train de la diviser. Elle est partie du gouvernement suite au débat sur la déchéance de nationalité. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle a des valeurs, je n'en doute pas un seul instant, mais qu'est-ce qu'elle représente? Et parce qu'elle ne semble pas représenter un courant de fond dans la société française, qu'aujourd'hui, elle participe, me semble-t-il, de cette dégradation de la gauche, qui n'enlève rien de ma sympathie, de mon affection pour elle. Mais c'est cette réalité, je le constate de manière un peu clinique et sans doute très désolé. Oui, ce serait une erreur, quoi, qu'elle y aille complètement. Elle y va, et en plus, dans le cadre d'une primaire dite populaire, qui n'a rien de populaire et qui n'a en rien de primaire, puisqu'il s'agit de choisir, et en plus, quelque chose qui, du point de vue démocratique, est totalement fou, avec des noms de gens qui ne veulent pas être sur cette liste. Enfin, écoutez, on nous parle de démocratie, et là, on impose les noms de Jadot, de Mélenchon, de Hidalgo, qui se rebellent, bien évidemment. On ne peut pas participer à une farce pareille. En plus, les statuts, mais il faut les lire, de cette primaire, prévoient un référendum sur l'écriture inclusive, d'abolir toutes les lois antiterroristes, de sortir du nucléaire,
nucléaire, etc. Donc on est dans quelque chose qui me paraît absurde et qui rajoute à la confusion et au drame que la gauche connaît. Merci Manuel Valls d'avoir été notre invité depuis 8h15 et d'avoir répondu en toute franchise merci à vous. aux auditeurs. Merci à nos auditeurs. Zemmour, l'anti-républicain, c'est aux éditions de l'Observatoire.